Être acteur ou actrice de sa vie, c'est exactement la motivation qui a fait que ce couple un peu célèbre, il faut bien le dire, Céline et Hervé Benamou ont décidé de faire leur alia il y a 8 ans. Des projets, ils en avaient plein la tête, des envies aussi, ils les ont réalisés à la force de leur poignée et grâce à une volonté sans faille. Un plaisir d'accueillir aujourd'hui Céline Benamou. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Mais ne remue pas la tête, je suis très sérieuse. Donc Céline Benamou, vous la connaissez si vous habitez Tel Aviv, parce qu'elle est projectoriste à la mairie de Tel Aviv. Oui. Elle s'occupe de l'ALIA de France. Voilà, projectoriste, il y a tout à l'heure quelqu'un qui me faisait remarquer à juste titre que c'était un peu un jargon interne et que c'était pas forcément évident. On comprend pas. On comprend pas ce que ça veut dire. Mais même cette traduction coordinatrice, les Français, ça passe pas. C'est responsable de l'ALIA de France à la mairie de Tel Aviv. Ouais. Ça, c'est mieux. C'est ça. Et c'est responsable, ça donne un côté un peu lointain aussi. Ça va, donc ça va pas encore alors. Ça va pas encore. Donc c'est une espèce de melting pot de plein de choses et c'est à la fois être très proche des gens qui font leur alia et de les accompagner et les aider et évoluer, les aider à évoluer avec eux dans leurs projets. Mais c'est aussi créer un tas d'événements qui vont leur donner les clés pour s'intégrer plus vite, plus facilement, plus rapidement surtout, de manière très égoïste vis-à-vis de la mairie, parce que plus vite les gens sont intégrés, plus vite ils ont une valeur, ils amènent leur valeur ajoutée, et plus vite c'est intéressant et pour la ville et pour le pays. Donc c'est pas que comme ça de l'altruisme pur et simple. Et puis c'est aussi un troisième axe. Donc tu vois, c'est très 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 vaste. Le troisième axe de notre métier est d'essayer de voir quels sont les bugs au sein de l'organisation, des écosystèmes qui font que l'ALIA peut être plus compliquée ou l'intégration plus compliquée et d'essayer d'amener des solutions par rapport à ça. Donc c'est très riche et vraiment très très intéressant. Un métier passionnant, mais vraiment. Il faut dire que le métier que tu avais avant l'ALIA, c'est-à-dire il y a 8 ans, ça paraît peut-être loin, était quand même sympathique puisque tu étais responsable du marché de l'innovation pour la BNP Paribas, pour les petites entreprises notamment. Donc un poste C'était passionnant. Un poste à responsabilité quand même. Un poste à responsabilité, un poste passionnant, un poste qu'il a fallu créer parce que c'était une page blanche. Ça n'existait pas pour les petites entreprises à l'époque. On parlait innovation et on pensait grande entreprise. En France, l'idée de start-up était beaucoup moins présente qu'elle n'est aujourd'hui. Donc, il a fallu absolument tout recréer, banaliser, créer des produits, des systèmes, former. C'était passionnant. Alors, comment on décide quand on a 40 ans, quand on a une vie bien établie, qu'on peut jouir de la vie matérielle, peut-être spirituelle, qu'on a des amis, un réseau, de la famille, une vie. Comment on décide, et puis chacun de votre côté, de se dire, et puis avec 4 enfants quand même, il faut quand même le préciser, 2 ans, 10 ans, 12 ans et 14 ans à l'époque de l'ALIA, comment on décide de changer de vie ? Écoute, l'ALIA, c'était, en tout cas, vivre en Israël. On mettait pas le mot ALIA dessus et ça donne une autre dimension encore à la chose. Vivre en Israël, c'était un projet qu'on avait et on se disait on le fera peut-être un jour, peut-être à la retraite, peut-être à un moment. Et puis, je crois qu'on décide de faire l'ALIA, pas parce que, pour une raison, mais plusieurs raisons. C'est souvent une succession d'événements et de circonstances qui font que. Et c'est un moment et on décide de prendre la fenêtre, de passer par la fenêtre ou d'attendre le train. Moi, je veux dire, on voit passer les trains, voilà, on s'assoit sur le banc. Moi, ça me fait, penser à la porte de Stargate, je sais pas si tu connais, où tu as la porte comme ça, puis soit tu traverses, soit tu dis non, j'attends quand elle s'ouvrira la prochaine fois. Nous, on a choisi de le faire à ce moment-là pour plusieurs raisons. D'abord, une raison qui souvent facilite les choses quand même, c'est qu'on avait déjà de la famille, mon frère pour ma part et ma sœur, et puis Hervé, mon mari, avait ses parents ici, donc ça incite déjà. Ils avaient fait leur alia quelques années avant, en fait. Ils n'étaient pas là depuis des années. Donc, on a vu un peu... déjà, ils avaient expérimenté pour nous ce que c'était. En tout cas, ça vous donnait envie de vous rapprocher. Et ça nous a donné envie de nous rapprocher. Et puis, ça paraissait pas si impossible que ça quand on les regardait. Ensuite, parce que les enfants, comme tu le disais, étaient à un âge qui nous paraissait propice et limite pour le dernier, puisque 14 ans, on s'est dit, voilà, ensuite 15 ans, il va passer seconde, première, terminale, le bac, les études. Puis, on part plus parce que je me voyais pas vivre sans lui, comme une bonne mère juive que je suis, voilà. Et puis
autre élément, c'est qu'on avait confiance en nous au niveau du travail, puisque justement, on réussissait en France. Donc, on s'est dit que si on réussissait en France, il n'y avait pas de raison qu'on réussisse pas ailleurs. C'est souvent ce que je dis, d'ailleurs, en général. Donc, tout ça a fait qu'on s'est dit que c'était le moment. Alors, et puis, en préparant l'émission, tu m'as dit il y avait un côté aussi magique de participer à l'histoire d'un pays, d'être partie prenante d'un projet collectif. Exactement. On n'a pas décidé de partir ailleurs qu'en Israël parce qu'il y avait cet aspect, d'abord prendre sa vie en main, dans un pays en construction, 71 ans. À l'époque, il n'y avait même pas 70 ans, 8 ans. Ça a un côté, je crois, unique. Je crois que c'est le seul pays dans lequel on peut vivre cette aventure et de se dire que tes petits-enfants, un jour, reliront l'histoire, apprendront dans les livres d'histoire les débuts de l'État d'Israël et qu'on fera un petit bout de cette histoire. Et ça, c'est Alors ça c'est beau sur le papier, mais concrètement, vous ne parliez pas l'hébreu, vous ne connaissiez rien à ce pays, vous n'aviez pas préparé d'équivalence, vous n'aviez pas de préparation particulière. Non. Et vous avez pris l'Alia, en tout cas cette idée d'Alia, comme un projet. Voilà, comme un projet d'entreprise, c'est ça. Tout comme un projet que gérais dans le cadre de mon votre travail. Où on s'est dit, bon, c'est super, on va faire tout ça, génial, on a un petit côté de folie, magnifique, mais il faut quand même aussi essayer d'être assez rigoureux et de planifier les choses, l'intégration, en gros. Voilà, de manière à pas être pris de court et ne pas rater ce projet. Non pas parce qu'on l'avait pas préparé au niveau de la langue ou quoi, tout simplement parce qu'on s'était pas laissé de marge de manœuvre. Bon, alors, puisque ça a marché, nous on veut savoir comment vous avez planifié tout ça. Peut-être que ça donnera des idées à d'autres. On s'est tout simplement, on s'est renseigné, on a vu qu'il y avait l'ulpan, la durée de l'ulpan. Donc pour nous, l'évidence, c'était qu'on ne pouvait pas vivre dans un pays sans en parler la langue. Okay. Ça, ça nous paraissait un peu impossible de faire partie intégrante de ce pays, de comprendre la culture, de comprendre, d'échanger, de communiquer, si on parlait pas la langue. Combien de temps pour la langue vous vous êtes laissé? 8 ans. Pourquoi? D'autres questions? Bon, à la base, je crois que sur le papier, c'était 9 mois. Non, en fait, là, et on sait aussi, comme dans tout projet, garder une marge de manœuvre de quelques années. On s'est dit, on n'a jamais fini d'apprendre la langue. On n'a jamais fini d'apprendre la langue. Ouais. Mais on s'est dit qu'en gros, le temps d'apprentissage de la base et de pouvoir commencer à communiquer était de 9 mois. Parce qu'il y avait donc les cours intensifs, plus un deuxième ulpan derrière, qu'en parallèle, on essaierait de commencer à comprendre le marché, à regarder avec des yeux neufs. On n'a pas eu besoin de beaucoup se forcer parce qu'on a tout découvert comme si on était des enfants, on était émerveillés. Et c'est d'ailleurs quelque chose sur lequel, à mon avis, il faut vraiment capitaliser ce regard neuf qu'on a sur les choses, parce que c'est ce qui donne l'énergie, et puis de trouver des choses qui n'existent pas encore. Malgré tout, parce qu'encore une fois, c'est un pays jeune, extrêmement développé, et on n'a rien aimé, encore plein de choses à faire. Plein de choses à faire, et c'est ce regard neuf qui, malgré tout, est basé sur une expérience de vie qui apporte beaucoup et qui est très, très riche, à mon avis, qui a une vraie valeur ajoutée. Donc, voilà, on a décidé de regarder un peu le marché, de voir ce qui nous plaisait, dans quoi on se sentait mieux, évoluer. Et puis, donc, on s'est dit tout ça, en gros, ça devait prendre 12-15 mois. Et que comme on n'est jamais à l'abri des imprévus, parce qu'on a quand même 4 enfants, qu'on ne sait pas comment ils vont s'intégrer, à quel moment, quoi, les accidents de parcours, on s'est laissé 18 mois. Et comme dans chaque projet, il y a un côté investissement. Vous avez budgété. On a budgété. Non, mais c'est important ce que vous dites. Je ne me suis pas préparée, on ne s'est pas préparé, mais finalement, si, vous n'avez pas préparé dans les détails, mais on s'est pas préparé au sens où on l'entend d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, les gens nous disent, mais est-ce que tu as appris l'hébreu avant? C'est peut-être pas plus mal. Est-ce que ceci? C'est peut-être pas mal. C'est peut-être, voilà. Une solution. Mais on s'est dit, voilà. Et on s'est donné surtout des étapes. C'est-à-dire que vraiment, on s'est donné des deadlines sur chaque chose pour mesurer notre avancée dans notre intégration. Comme on aussi. le fait en entreprise, pour voir si ça fonctionne. Pour voir si ça fonctionne et qu'est-ce qu'il fallait corriger si on avait du retard par rapport à ce qu'on s'était fixé. Bon, alors, vous avez fait plein de choses, mais j'imagine qu'il y a deux phases, comme dans chaque femme. Il y a la maman, parce que vous avez quand même 4 enfants, donc il faut aussi les intégrer, s'occuper d'eux, voir comment ça se passe pour eux, parce que c'est pas facile non plus pour les enfants. Et puis, votre vie à vous, active dans le travail. Alors,
comment c'était pour tes enfants? Et d'ailleurs, le fait d'avoir budgétisé a été très important parce que un des éléments, c'était de se dire on n'est pas seul à faire l'Alia, on est avec les enfants. Et que donc, il faut un moment, et c'est là aussi où il y a cette marge de manœuvre, il faut se donner un moment, accepter que ça va prendre du temps et se donner un moment pour les autres, pour ses enfants, et pour s'assurer que pour eux, ça se passe bien. Et prendre le temps qu'il faut pour ça. Bon, vous aviez bien réfléchi quand même tous les deux. On avait essayé de construire le mieux possible ça. Et je dois dire qu'on a eu de la chance d'abord parce que les 4 ont été adorables. Et que, vous étiez contents de cette nouvelle vie? Quand on leur a annoncé qu'on avait décidé de partir, ils nous ont regardés. C'est un âge, il y avait deux des grands déjà qui étaient dans l'adolescence, qui nous ont regardés en disant d'habitude vous faites les bons choix pour nous, on va considérer que vous continuez à faire les bons choix. Donc ils étaient partants et ça c'était sympa. Il y a eu une question, moi qui m'a beaucoup marquée de la part de mes garçons. Puisqu'ils savaient qu'ils devaient faire l'armée, ils étaient enfants, et qu'on avait passé... C'est un sujet qui interpelle beaucoup de gens et qui freine, c'est triste à dire, mais on comprend. Voilà. Et il m'avait posé une question, vraiment, j'ai encore la chair de poule en y pensant, et il m'avait dit, je me rappelle, on était dans leur chambre, et on parlait de ce que ça allait être, de ce qu'on allait faire, etc. Et moi, je parlais de la plage, des trucs très sympas, et eux m'ont regardé, ils étaient petits, 14 ans, et en me disant, mais maman, on va devoir faire l'armée. Oui, vous allez devoir faire l'armée, ça fait partie du jeu. Mais alors, comment on va faire? Parce que si on fait l'armée et qu'il y a la guerre, on sera peut-être amené à tuer des gens. 14 ans, et toi, t'es là en face. Tu dis, alors, comment on va faire? Parce que tu nous as toujours appris que la vie, c'était ce qu'il y avait de plus important. Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais je suis sûre qu'à l'armée, ils vont vous apprendre à gérer ça. C'est ce que tu as répondu. Ouais, parce que je savais pas quoi répondre. Non, mais très ça difficile. Fait aussi partie. C'est aussi ça, faire son alia, et prendre cette décision. Pourquoi je raconte ça? Parce que ça fait aussi partie de ça. Bien sûr. Et c'est des choses qu'on soupçonne pas. On n'imagine pas, et quand les chances arrivent. Et donc c'est compliqué. Et a priori, l'armée a réussi à leur expliquer comment ça fonctionnait. Deux de tes enfants ont terminé l'armée, la fille et le garçon, dans une unité très prestigieuse, Douvdevan. Vraiment, j'imagine que tu n'as pas dû très bien dormir tous les soirs pendant qu'il était en service. Ouais. C'est pas facile. Hein. Non, c'était. Alors, je dois dire que ce n'est que son mérite parce que, honnêtement, nous, on ne comprenait rien. C'est sûr, c'est très difficile d'intégrer une unité d'élite quand on est au Lécradage et qu'on ne connaît pas. Quoi. On ne savait pas ni quoi, ni où, ni comment. Et là aussi, je voudrais rassurer un peu les mamans. Et les papas. Et les papas aussi, parce qu'ils sont quand même bien aussi avec cette histoire. Et sur l'orientation par rapport à l'armée. On se dit qu'ils ne savent pas, qu'on ne sait pas, qu'on ne saura pas. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. D'abord, dans les écoles, ils leur expliquent, ils leur donnent les différentes unités et tafkidim et emploi tout ce qu'on peut faire à l'armée. Tout ce qu'on peut faire à l'armée. Et ça, nous, on n'y est pas, mais eux reçoivent l'information. Ils se parlent beaucoup entre eux. Aujourd'hui, en plus, il y a des associations qui sont vraiment là pour les aider, ce qui n'était pas le cas. Et là, où il y a vraiment, notamment une association de Sahel Connection qui est absolument géniale là-dessus. Raphaël Madar, on ne cesse de le rappeler. Absolument incroyable. Et donc, finalement, eux sont bien plus au courant que nous, et il faut savoir leur faire confiance. Et c'est ce qu'on apprend aussi. C'est ce qu'on apprend. On apprend à faire confiance. De toute façon, le rôle parent-enfant se modifie. D'abord parce que, contrairement, moi je le vois aujourd'hui, et moi la première, quand on arrivait, on avait très peur pour nos enfants, et pour leur intégration, et pour leur hébreu. Et pour les études, et pour comment ils vont faire, blablabla. Résultat des courses, c'est très dur. Ils arrivent, ils nous culpabilisent en disant tous les jours, mais maman, je me suis ennuyée, j'ai rien compris, 6 heures, je sais pas. Ça dure combien de temps cette période? Alors on en parlait tout à l'heure. En gros, ça dure 3 mois où ils sont vraiment perdus. Voilà. Okay. Et où ils ont le sentiment d'être perdus. Mais en fait, ils évoluent. Ouais. Et on s'en est rendu compte, nous, parce qu'un jour, je crois que c'était pendant les vacances de Hanouka, justement, il y a un de nos enfants, le matin, une semaine avant, on lui a dit, alors, l'école, je comprends rien, 6 heures, je m'ennuie, je sais pas quoi faire, etc. Et puis, pendant les vacances, on le voit avec ses copains dans la rue, écroulé de rire, et en train de parler hébreu. Ça y est, c'était là, et il s'en rendait même pas compte. Ça s'était fait avec
tellement de spontanéité, de manière tellement naturelle, ça rentre, que ça rentrait façon, comme ça. Et lui pensait que c'était pas encore ça. Alors évidemment, c'était pas encore ça par rapport. Oui, mais c'était un bon début. Mais c'était un bon début. Et là aussi, je voudrais rassurer, parce que c'est vraiment important. Il y a sans doute de l'ordre du miracle là-dedans. Mais j'ai donc une petite qui est rentrée à la crèche, un autre qui est rentré en l'équivalent de CM1, 10 ans, CM1, je crois, c'est 2 CM1, 5e, 3e, sans parler hébreu. Et pourtant, ils ont les 3 premiers, la dernière, c'est difficile à dire aujourd'hui, mais les 3 premiers, ils ont passé un bac, un très bon bac. Ils ont rattrapé, et plus encore, leur retard. Et là aussi, je voudrais citer une de leurs paroles. C'est vraiment des exemples. En fait, c'est eux qui m'ont servi d'exemple. Un jour, je me souviens au début où on travaillait, on allait sur Google Translate. Donc, on était très présents, Hervé et moi, avec eux, pour essayer de les aider à trouver de quelle manière ils allaient pouvoir s'avancer. Donc, on a essayé de travailler sur Google Translate, comprendre, anticiper les cours qu'ils allaient avoir, etc., etc. Il y en a un qui m'a regardé, qui m'a dit, mais tu sais, maman, si en France, quand je me plaignais des devoirs, j'avais su que ça allait être aussi compliqué ici. Je serais jamais venue. Je me serais jamais plaint des devoirs que j'avais en France, parce que c'est rien à côté de ce qu'on est en train de faire. Tu vois, mais en tout cas, mais c'est pas une longue période. C'est la première année. Ouais, c'est ça. C'est la première année scolaire pour les enfants, et c'est surtout les 3 premiers mois. Ouais, qui sont un peu choc, voilà, comme ça. Qui sont chocs, et où il faut, je crois, avoir une grande confiance en la capacité de ses enfants. Bon, alors j'imagine qu'ils sont aujourd'hui complètement intégrés, s'ils ont fini l'armée, forcément. Ouais, là, l'aîné est en Inde, faire son... c'est normal. Voilà, okay. Il est parti faire... ça fait déjà quelques mois qu'il est parti, et donc voilà. Faut avoir les nerfs bien accrochés, ça aussi. Il suit le parcours israélien. Ça aussi, c'est très déstabilisant. On a des amis en France, les enfants, ils continuent, ils ont pratiquement fini l'école, et vous, le vôtre, il est là, il a fini l'armée, il veut partir, peut-être en Inde, peut-être en Amérique du Sud, peut-être là, blabla. Ouais. Et quand on lui dit, mais tu comptes commencer quand tes études? Je vais les faire, t'inquiète pas. Ouais, c'est une réponse bien connue. Bon, alors ça, c'était le côté, on va dire, familial, qui est très important quand même. C'est aussi qui pour ça qu'on vient si les enfants sont pas bien, c'est difficile de se sentir bien. Ouais. Bon, vous, ça a roulé, on va dire ça comme ça. Mais encore une fois, ça a été beaucoup d'efforts. Et on en parle toujours, c'est un peu comme quand on accouche. C'est pas simple, mais quand on en parle, c'est génial, et on s'amuse et on rit de l'événement, des anecdotes, des choses. Je dirais c'est presque ça. C'est pas simple, mais en même temps, quand on regarde, on se dit waouh. Alors, ça, c'était la famille. Maintenant, pour le côté travail, tu savais, toi, personnellement, que venir ici, sans la langue, etc., tu ferais forcément des sacrifices professionnels. Ouais. C'est ce que tu as fait. Alors, on ne va pas tout raconter parce qu'on n'a pas le temps, mais tu as accepté d'être standardiste pour apprendre la langue. Pour apprendre la langue, parce qu'au consulat de France, on parle hébreu. On parle beaucoup hébreu au consulat de France. Incroyable. Il faut être bilingue, en fait, puisque un peu plus de 60% des personnes inscrites au consulat ne parlent pas français, sont des Français qui sont là X générations, et ils ne parlent pas français. Tu as travaillé à la Fondation France-Israël, et tu as fait du bénévolat chez Gvaïm, et c'est ça qui t'a aidé à te créer un réseau et à t'ouvrir énormément de portes et à mieux connaître la société israélienne. Et puis, vous avez décidé, toi et ton mari, de vous lancer dans un projet nouveau, voilà, un truc nouveau. Puisque, à l'époque, il y a 8 ans, c'était nouveau. Vous étiez tellement curieux et amoureux d'Israël que vous avez dit, on va faire un site avec tout ce qu'on connaît sur Israël. Pas sur Israël, sur Tel Aviv. En fait, quand on était arrivé, avant qu'on vienne, tout le monde nous avait dit, mais quoi, vous allez à Tel Aviv avec votre enfant, mais c'est pas une ville pour les enfants, et blablabla, et blablabla. Et puis quand on est arrivé ici, on est tombé juste amoureux de cette ville. On s'est juste rendu compte que c'était une ville magnifique, et pour les adultes et pour les enfants. On s'est juste rendu compte que, alors on a peut-être eu beaucoup de chance, ou c'était peut-être un comportement qui faisait que, mais en tout cas de tomber sur des équipes pédagogiques qui se sont beaucoup investies avec nos enfants, et ça c'était assez magique. Et on a pris comme ça plein d'informations, on avait soif.
d'informations. Ouais, vous aviez soif et puis vous étiez hyper proactif. On était hyper proactif. Je sais même pas si 24 heures ça suffisait dans la journée. Vous n'arrêtez pas. Et puis vous n'étiez pas dans l'attente. Vous étiez dans le faire des choses. Et puis on verra bien. Et puis voilà. Et puis ce site là que vous avez commencé à créer pour mettre des bons plans, des adresses. Et on s'est dit voilà, il faut partager. Il faut absolument changer cette image de la ville. C'est dommage. C'est comme un bon livre. Il faut le partager. Quand on apprécie un livre, on a envie de le partager. Il faut dire qu'il est bon surtout déjà. Voilà, il faut dire qu'il est bon, il faut le partager et c'est vraiment ce qu'on a eu envie de faire et donc on s'est dit que le meilleur moyen pour le faire c'était de créer un site. Voilà, et c'est ce que vous avez fait. C'est ce qu'on a fait. Voilà, un super site et aujourd'hui, alors avant c'était pour les bons plans, aujourd'hui c'est de l'actualité. Voilà, parce que les choses évoluent, parce qu'une fois qu'on a donné les éléments de base, il y a eu d'autres sites qui se sont ouverts sur la même idée. Et nous, on s'est rendu compte que du coup, ces informations, les gens pouvaient les avoir ailleurs, c'était bien. Mais ce qui nous manquait, on est parti un peu toujours de nous, mais bon, c'était de comprendre ce qui se passait dans cette société israélienne. Et à chaque fois qu'on avait besoin d'une info, on était obligé d'aller regarder un site ou un journal français. Et ça nous rendait dingue. Et donc, Hervé en particulier, c'est à lui que tout le mérite revient sur ce point-là, s'est lancé. C'était pas évident parce que ça a demandé de l'hébreu, de la lecture, etc. Ce qui est surtout génial, c'est que ça existe toujours. Et voilà, ça fait 8 ans et maintenant il continue et c'est très très sympa. Voilà, on peut toujours trouver plein d'infos, mais c'est sûr. Alors plein d'infos sur ce site. Maintenant, on en était où au niveau de l'hébreu, ma chère? Alors l'hébreu, donc comme je te disais, quand je parle, j'ai l'impression d'être Jane Birkin, tu vois. D'accord. Okay. Mais je m'en fiche. On s'en fiche. À un moment donné, il faut avoir un déclic. Il faut se dire que il faut se lancer, qu'on va faire des erreurs. On a la chance d'être en Israël et que les Israéliens soient particulièrement tolérants sur les erreurs qu'on peut faire et au contraire très très aidants quand ils voient qu'on fait des efforts. Donc j'ai évidemment beaucoup progressé puisque depuis 5 ans je travaille à la mairie de Tel Aviv dans un cadre israélien avec des Israéliens. Ça n'a pas été facile parce que tu t'es fait retoquer une première fois à ce poste de projectorite parce que tu n'avais pas assez d'hébreu. J'avais pas assez d'hébreu, et tu l'as décroché parce que tu t'es acharné. Oui, parce que c'était important, je le sentais comme une vocation, comme une mission de partager tout ça. Vraiment, j'avais l'impression d'avoir reçu un cadeau et j'avais envie de donner un peu tout ça et c'était très frustrant de ne pas pouvoir le faire. Donc quand j'étais recalée la première fois, j'étais très frustrée. Mais c'est pas grave, qu'à cela ne tienne. Et donc il y a eu la vague de 2015 d'Alia, il y a eu donc de nouveaux besoins de responsables de projet. Il y a eu un nouvel appel d'offres. Il y a eu un nouvel appel d'offres et cette fois-ci, je ne suis pas allée en touriste. J'ai beaucoup travaillé. Ça veut dire quoi, beaucoup travaillé? J'ai répété des entretiens, j'ai fait des simulations d'embauche, j'ai réfléchi aux objections. Je m'étais basée sur les objections qui m'avaient été faites la première fois. Oui, parce que tu avais déjà un certain... Voilà, j'avais une expérience d'être foulée, donc je m'en suis servie. Donc j'avais travaillé beaucoup là-dessus. J'avais fait des exercices à l'écrit aussi. Je m'étais dit, si on me fait un test à l'écrit, au moins que je puisse avoir l'air de savoir écrire, etc. Tu avais appris par cœur certaines phrases. J'avais appris par cœur. Je m'étais vraiment... ça a été des heures de préparation et puis avec des amis qui m'ont aidée à me préparer. Mais tu as décroché ce job. Alors, ce job, on va dire que non seulement tu l'as décroché, mais tu t'es fait aussi connaître auparavant à la mairie, parce que toujours dans cette démarche de faire des trucs et de rassembler les francophones. Et c'est comme ça que tu t'es fait un petit peu repérer, il faut bien le dire, par le maire, par son conseiller qui s'appelle, je crois, Ethan Schwartz. Qui est un homme extraordinaire. C'est connu. Oui, mais tu vois, c'est pas parce que je me suis fait repérer que la première fois, ils m'ont pas recalé quand même. Hein. J'étais pas au niveau. C'est sûr, t'es pas au niveau, t'es pas au niveau. En Israël, c'est la méritocratie. Voilà. T'es pas au niveau, t'es pas au niveau. Ciao. Ouais. On t'aime bien, mais même si t'as fait avant, et on a vu, parce que justement avant, j'avais fait aussi dans le cadre de bénévolement ces actions. On avait travaillé, on avait eu l'occasion, via Tel Aviv, via différents... comme ça, des rencontres, eu la chance de rencontrer Ethan Schwartz et puis de travailler et de travailler avec la mairie et de lancer en fait une première réunion entre les francophones et la mairie de Tel Aviv qui présentait l'ensemble de ses services à la mairie. Et tout à fait bénévolement. Ouais.
Voilà. Et ça a cartonné. Et de là, il y a eu des échanges. On est resté en contact. Dès que la mairie lançait quelque chose, on essayait d'en faire part. Dès que on voyait des besoins remonter, on les remontait à la mairie. Et il y a eu comme ça une espèce de relation qui s'est créée et d'échange. Et ça aussi, c'est unique. Je veux dire, il y a qu'en Israël où on peut du jour au lendemain, alors qu'on n'est rien, qu'on ne s'est pas parlé, qu'on n'est pas connu, que voilà, avoir quelqu'un qui te dit, ok, j'ai vu que tu étais sincère, que tu avais vraiment envie de faire des choses, je te laisse ta chance, vas-y. Alors, non seulement ils vous ont laissé la chance, mais en plus, ils vous ont embrigadé dans les élections municipales. Alors ça, c'est incroyable. Vous avez fait de la politique. Ouais, enfin moi je n'appelle pas ça de la politique. Que toi sur la liste. Mais il y avait que moi sur la liste, mais toute seule, ça veut rien dire. Non, mais il y avait évidemment les enfants et mon mari, parce que sinon moi j'ai plus rien le soir, vu que c'était du 28h sur 24. Incroyable, 11e position sur la liste du maire Ron Hulday. Donc pas celle-ci, les élections d'avant. Oui, les élections précédentes. Première francophone sur la liste depuis des années. Ouais, ça faisait 2 ans. Et alors ce qui est là aussi extraordinaire, c'est que je parlais pas hébreu. Très loin de parler hébreu couramment. C'était vraiment du petit chinois. Et malgré ça, ils ont eu envie. C'est pas qu'ils ont accepté, ils m'ont proposé parce qu'ils avaient envie quand ils m'ont dit, on a envie de te dire, de vous dire merci, quoi, quelque part, et qu'on apprécie ce que vous êtes en train de faire pour la ville. C'est génial. Et donc, c'était génial. Et je dois dire que je n'étais pas seule, parce qu'à l'époque, il y avait quelqu'un d'autre qui m'a beaucoup aidée, qui est toujours à Tel Aviv, qui est Sébastien Benamou, qui s'est aussi qui a fait partie du truc. Il y a eu des jeunes. Ça a été une aventure incroyable. Magique. C'est découvrir un monde entier. Mais à déjà le monde de la politique, des élections, des machins. Alors là, vraiment, j'y connaissais rien. Rien de rien. Donc vraiment, c'était très très rigolo de découvrir ça. Ouais. Et puis être avec là pour le coup des Israéliens, comprendre comment ça marchait, comprendre le système de fait, parce que tu es dedans et qu'il faut que ça aille vite, et donc t'as pas le choix. Il faut très vite comprendre comment ça marche. C'était magnifique. C'est quoi ta plus belle expérience? C'est celle-ci? Ouais, je crois, parce que c'est vraiment la plus inattendue qui soit au monde pour moi. Vraiment la plus inattendue. Ouais. C'était celle-là. Ouais. Mais je dirais presque que la plus belle expérience, c'est d'avoir franchi le pas. D'être venu. Ouais. Bon, alors, merci en tout cas pour ce partage d'expérience. Merci. On était contents de savoir qui se cache derrière celle qui vous accueille au bureau, à la mairie de Tel Aviv. Ouais. En tout cas, joli parcours, comme le vôtre. Ouais, comme celui, j'espère que tout le monde sera aussi ravi que nous d'avoir fait ce choix. Voilà, j'espère que vous profitez toujours autant de la ville, toujours amoureux toujours. de ses couchers de soleil, c'est affolant, c'est inquiétant peut-être même. Je ne sais pas, mais on adore, ouais. Merci beaucoup. Ciao Céline, bye Merci, bye. Cathy. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.